Alors, pour tous ceux qui n'ont pas pu se connecter, donc déjà bonjour, et ensuite cette vidéo pourra aussi vous servir à réviser un peu, éventuellement, ou à revoir un peu votre cours. Alors, donc on avait vu dans un premier temps, on avait remis un peu les bases sur la démographie et sur le développement. Alors le développement, j'insiste pas plus dessus, j'en reparlerai un peu plus en détail dans la seconde partie donc, de ce chapitre-là. Bon là on verra un peu plus comment se passe le développement dans ces pays. Alors je vous avais proposé de faire une activité sur trois pays, donc par rapport au manuel. Je vous laisserai faire cette activité-là. Moi, je vais pas corriger dans les détails, hein, parce que là, c'est votre boulot. Moi, c'est votre boulot de le faire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur les bases. Et si vous avez des questions, que vous voulez me montrer ce que vous avez fait, vous pouvez me l'envoyer aussi, je vous commenterai. Alors, on va commencer par le Maroc. Alors, le Maroc, on avait dit que c'était un pays qui était moyennement développé, donc qui était en développement, avec un IDH de 0,667. Je prenais l'exemple de l'IDH de la France qui est à 0,9, qui est un pays développé. Une population de 34 millions d'habitants et un PIB de 109 milliards de dollars. Alors le Maroc, c'est un pays en développement qui connaît quand même quelques problèmes, liés au fait que ça reste un pays moyennement développé et qui sort de la pauvreté. Alors c'est un pays où on trouve beaucoup de bidonvilles. Alors les bidonvilles, c'est ce que vous avez là c'est les bidonvilles de Marrakech. Alors les bidonvilles, c'est tout simplement des logements précaires et insalubres, hein, souvent faits en tôle. Vous avez une photo dans votre manuel qui est assez éloquente là-dessus. Et du coup, le Maroc va entreprendre des politiques de rénovation de ses quartiers, assez logiquement, pour construire des maisons en dur et pour reloger des populations qui sont logées de manière insalubre. Alors le problème qui va être souligné dans le manuel, et que je vous laisserai souligner aussi, c'est que les politiques de rénovation, elles s'accompagnent souvent d'excès, c'est-à-dire qu'on va expulser les gens, faute d'avoir des logements suffisants, on va les loger ailleurs, éventuellement dans d'autres bidonvilles, et ils sont encore plus à la périphérie de la ville, parce que les bidonvilles sont souvent autour des villes, et ces gens se retrouvent encore plus en marge. Alors dans le manuel, il y a un monsieur qui est pêcheur qui se retrouve à l'extérieur, loin de la côte, donc il peut plus pêcher. Ce qui est assez embêtant, et ce qui pose la question justement de la gestion de cette pauvreté. Donc c'est un pays qui sort de la pauvreté, néanmoins cette sortie elle a un coût, et un coût qui est parfois mal maîtrisé. Alors au niveau démographique, c'est un pays qui est en pleine transition démographique, qui arrive à la fin, là si on constate, si on regarde la natalité. Alors c'est un pays qui est passé de 7,20 enfants par femme en 1962, donc c'est très très élevé, c'est l'équivalent de la France au début du siècle, à aujourd'hui une démographie qui oscille entre 2010 avec 2,19 enfants à 2,38 aujourd'hui. Donc c'est un pays qui a vraiment presque accompli sa transition démographique, on est vraiment sur la fin. Alors j'ai repris le graphique qui est aussi dans votre manuel ici, qui montre l'évolution de la population marocaine. Alors on voit que d'ici 2050, elle va sûrement atteindre les 43,6 millions d'habitants, ce qui est à peu près l'équivalent d'un pays européen, avec une population qui va être majoritairement urbaine et plus rurale, alors que la population rurale va avoir tendance à baisser. Donc on a un pays qui a vraiment atteint sa transition démographique exactement comme en Occident. Ensuite, derrière, on va avoir, alors si je reviens dessus vite fait, il parle aussi de raisons qui peuvent être culturelles, c'est-à-dire que le Maroc, qui est un pays musulman, était un pays très conservateur jusqu'à récemment, c'est toujours un pays assez conservateur, hein, il n'y a pas le droit de faire n'importe quoi avec la religion. Néanmoins, les règles religieuses, elles se sont beaucoup assouplies, vraiment, vraiment beaucoup assouplies. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on assiste vraiment à un recul de la démographie, à un changement des comportements dans les familles. Le texte qui est dans le manuel là-dessus est très bien fait, je vous laisserai vous retourner là-dessus. Il y a aussi une notion qui est amenée qui s'appelle le dividende démographique. Alors je préfère vous l'illustrer ici parce que c'est pas forcément évident. L'idée c'est qu'un pays qui a une population jeune, une population qui rajeunit, c'est le cas du Maroc, hein, puisque la majorité de la population marocaine a moins de 20 ans, a derrière une main-d'œuvre nombreuse, et évidemment des jeunes qui peuvent derrière prendre en charge les plus âgés et surtout remplacer les retraités au travail. C'est pas forcément le cas dans les pays qu'on va voir ensuite, ça c'est important. Donc la population jeune peut remplacer ces gens-là, les prendre en charge en finançant les retraites ou en les prenant chez eux, et aussi constitue une main-d'œuvre nombreuse. Ce que ça garantit, c'est donc un dynamisme économique. Comme on a une main-d'œuvre nombreuse, du coup les gens travaillent, c'est dynamique, et ça crée de l'emploi. Derrière ça, avec les impôts et avec le dynamisme, ça crée une augmentation des moyens de l'État, et des ménages éventuellement. Tout ça, ça permet finalement, si c'est investi correctement évidemment, hein, d'avoir une éducation efficace, donc en finançant les écoles, d'avoir des emplois, parce que du coup ces gens-là vont créer de l'emploi, vont créer des entreprises, l'État va avoir les moyens de recruter aussi, et de créer un système de soins qui est efficace. Pourquoi? Parce que du coup l'État, comme il a des moyens, il peut créer un système de soins. Je vous renvoie à ce qui se passe aujourd'hui. Derrière cela, il faut quand même intégrer les jeunes, c'est-à-dire que si vous favorisez avec tout ça que les personnes les plus âgées ou les plus riches, ça marche pas. Donc l'idée c'est d'intégrer les populations les plus jeunes, et ça derrière, ça crée un espèce de cercle vertueux, c'est-à-dire que cette population jeune-là va être bien formée, donc créer une main-d'œuvre efficace, favoriser le dynamisme économique, augmenter les moyens de l'État, etc., etc. Donc un pays qui est capable de gérer sa population jeune et de l'intégrer, c'est un pays derrière qui est prospère. C'est ce qu'on appelle le dividende démographique. Donc je vous laisserai pareil regarder ça sur le manuel. Ici la notion est quand même un peu plus clarifiée.
Donc voilà pour le Maroc. Alors le reste pour le Maroc, vous aurez les inégalités hommes-femmes, les inégalités entre les riches et les pauvres. Ça, je vous laisse regarder dans le manuel, c'est plutôt simple. Si vous avez des questions, vous me les posez. On va donc passer à la Russie. Alors Russie, pays complètement différent, qui lui est situé en Europe, entre l'Europe et l'Asie, qui est le plus vaste pays de la planète, avec une population de 146 millions d'habitants, un IDH assez élevé à 0,816 et un PIB très important à 1610 milliards de dollars. Alors si vous faites le calcul, vous vous rendez compte qu'on a un PIB par habitant qui est très élevé. Pourtant, la Russie, elle connaît de fortes inégalités. Alors déjà, on va attaquer sur le développement que connaît la Russie ces dernières années. Alors la Russie, c'était un pays qui s'appelait l'URSS. Alors si vous prenez cette carte-là, hop, juste ici, vous remarquez que le pays en vert, là, c'est la Fédération de Russie, et les pays en jaune, là, tac, 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 c'est tous les anciens pays du bloc de l'Union soviétique, qui sont mentionnés dans la légende. Alors la Russie, c'est un pays qui dispose d'énormément de ressources. C'est le premier producteur mondial de gaz, c'est l'un des premiers producteurs de pétrole, et c'est un pays qui a aussi des ressources minières qui là n'apparaissent pas, mais les principales ressources sont celles-ci. Donc la Russie s'est servie de toutes ces ressources-là pour les exporter, pour derrière dégager des revenus qui lui ont permis de se développer, parce que la Russie en sortant de l'URSS, c'était pas ça. Alors si on regarde ici, on voit bien tous les chiffres de la sortie de l'URSS. Bon, j'ai fait une capture d'écran, enfin une photo du manuel, c'est pas terrible. Vous m'excuserez pour la clarté, mais on voit à peu près. Donc le PIB de la Russie a connu une croissance très rapide ces dernières années, ou qui a chuté avec les sanctions économiques récentes liées à la guerre en Syrie. Mais elle a connu une croissance économique importante depuis l'URSS, depuis les années 90. L'indice de développement humain, il a explosé, on est passé de 0,6, donc de l'équivalent du Maroc, à un IDH qui est l'équivalent quasiment de l'Europe aujourd'hui, donc ça c'est très important. Et une espérance de vie à la naissance qui pareil a explosé. Alors si sous l'URSS elle était quand même assez élevée à 70 ans, elle s'est effondrée à la chute de l'URSS, puis pour réaugmenter dans les années 2000. Donc là on voit bien qu'il y a eu un développement économique certain. Néanmoins, la Russie connaît de fortes inégalités. Alors je vous l'ai illustré plutôt que de vous faire un long texte. Vous avez des textes dans le manuel qui l'illustrent très bien, il faut vous baser là-dessus aussi. La Russie, c'est à la fois le pays qui compte le plus de milliardaires au monde. Donc là, ici, je vous ai illustré un défilé de mode en fourrure et chacun en fourrure de Moscou, ce qui montre un petit peu la richesse. Et paradoxalement, une photo qui a été prise dans votre manuel, qui, si je ne me trompe, je vais regarder ça tout de suite, a été prise aussi à Moscou. C'est ça, donc des vendeuses ambulants, donc des personnes âgées, qui en sont réduites à faire de la vente illégale, enfin de la vente en parallèle de produits qu'elles cultivent elles-mêmes, pour pouvoir survivre, car le système des retraites russes, il est très faible. Alors je vous renvoie là-dessus, d'ailleurs, je vous l'ai mis à la fin. Si vous voulez aller vous renseigner un peu plus, il y a La Russie et la pauvreté, un très bon article qui est très court, hein, il fait une page, sur Géoconfluence, qui est très bien, si vous voulez aller fouiller un petit peu, c'est assez intéressant. Alors le problème, c'est que ces inégalités-là, elles provoquent quand même une certaine crise démographique qui a du mal à se résorber, même si elle récupère un petit peu. Alors ici, je vous ai refait un graphique, parce que les autres, je les trouvais pas forcément clairs et les chiffres n'étaient pas forcément les bons. Là, c'est des chiffres que j'ai récupérés et sur Wikipédia et sur un site russe, donc normalement c'est à peu près bon. Un site officiel russe, pardon. Donc là, vous avez les chiffres de la mortalité et les chiffres de la natalité. Alors qu'est-ce qu'on constate au début 2000? C'est que la mortalité, bah, elle est très au-dessus de la natalité. Donc forcément, la population ici, là, elle diminue. Or, passé 2008, la population russe va commencer à aller mieux au niveau économique. On peut le voir ici aussi avec les chiffres, hein, on voit que le IDH est le produit intérieur brut. Et donc du coup, les gens vont faire un peu plus d'enfants. Bon alors, la démographie n'est pas une science exacte, on ne peut pas prédire à l'avenir les comportements des gens. Là, on constate une certaine baisse de la natalité. C'est possible que ça réaugmente derrière, néanmoins, on constate que voilà, les deux sont très proches. Donc si la Russie veut maintenir sa population, elle peut faire appel à l'immigration, elle peut employer une politique nataliste, il y a des chances que sa population remonte derrière. Donc la crise est finie. Néanmoins, on constate que les inégalités ne favorisent pas la natalité, puisque du coup, les plus jeunes, qui sont en difficulté aussi, ne font pas d'enfants, ou peu. Alors pareil pour la suite, je vous laisserai regarder sur le manuel, il y a des choses assez intéressantes, notamment sur les inégalités, et sur la question de la richesse et de la pauvreté. Donc c'est pages 140 et 141. On en arrive du coup au dernier pays de la série là, le Japon, alors qui va être un peu plus court. Alors le Japon, c'est un pays qui est l'un des pays les plus développés de la planète, troisième puissance économique mondiale tout de même, et qui compte 125 millions d'habitants. Alors la particularité du Japon, c'est que c'est un pays qui connaît une crise démographique extrêmement grave. Ici, on peut regarder à gauche la pyramide des âges du Japon. Alors ce qu'on constate, c'est que il y a eu des crises démographiques au Japon plusieurs fois, mais que celle qu'ils connaissent actuellement est extrêmement violente. C'est-à-dire que là, on voit que la natalité a fortement baissé, que la majorité de la population a au-dessus de 30 ans, donc très largement, et que la population va vieillir rapidement. Là, on voit que la tranche des 70 ans est très importante, et que derrière, ça va se majorer. Alors, il y avait des prévisions jusqu'en 2050, moi je me propose pas d'étudier ça, puisque le Japon a entrepris une politique nataliste,
et qu'on ne peut pas prédire les comportements de natalité des populations à l'avenir. Néanmoins, cette tendance, ça devrait se confirmer, et même si la natalité augmente un petit peu, la population japonaise va diminuer. Aujourd'hui, elle est de 140 millions d'habitants. Enfin 125, pardon, on estime qu'elle devrait passer à peu près 60-70 millions d'ici 2050, ce qui est assez important. Alors je vous ai mis aussi ici une carte que vous pouvez retrouver sur le document que je vais vous joindre, qui sera en PDF. Sur la carte, on voit que la population, majoritairement, elle va vieillir dans les zones intérieures et se renforcer dans les métropoles. Donc on constate voilà, qu'il y a un rajeunissement des métropoles et une grande majorité du territoire japonais qui va vieillir, et donc potentiellement péricliter derrière économiquement et démographiquement. Le Japon, du coup, voilà, connaît une population vieillissante et aussi une natalité très faible, avec derrière une mortalité qui augmente, vu que la population vieillit. Donc là, ce sont des prédictions jusqu'en 2100. Moi, je vous ai dit, je préfère ne pas me prononcer là-dessus parce qu'on ne sait jamais, les populations peuvent changer. Il y a des cas démographiques qui sont assez intéressants, celui de la France en est un, on continue à faire beaucoup d'enfants alors qu'on est un pays développé. Donc ça, là-dessus, c'est susceptible de changer, même si la tendance devrait rester à la baisse. Et alors le Japon trouve des solutions pour gérer le vieillissement, enfin des solutions des bricolages, donc par exemple avec la robotisation. Donc là vous avez un robot très rassurant face à des personnes âgées qui le sont tout autant, dans des fauteuils roulants dans une maison de retraite. Donc face à la perte et au manque de jeunes, le Japon fait appel donc à des robots. L'idée elle est là, parce qu'il y a beaucoup de Japonais âgés qui n'ont pas eu d'enfants. Alors je vous renvoie à une vidéo qui est assez rigolote que j'ai trouvée sur YouTube, et qui est une vidéo donc québécoise qui parle de ça, qui parle un peu des solutions qu'ils ont trouvées au niveau de la robotisation. Je vous laisse aller dessus, c'est assez sympa, ça dure 3 minutes et c'est assez rigolo. Bon, je vous laisse à vos activités, je vous envoie une autre vidéo ce week-end et d'autres activités pour la semaine prochaine pour préparer un peu la suite sur le développement ce coup-ci. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée.